Une aparté sur ce que tu as dit. Tu parlais à un moment là du clivage droite-gauche et le fait qu'il y ait des contradicteurs dans un atelier constituant, qu'il y ait des gens de droite et des gens de gauche. Moi, quand on a eu une discussion la dernière fois quand on était venu chez toi, moi ça me touche beaucoup en fait, le fait d'aller discuter avec des gens Qui ne sont pas de ton bord. qui ne sont pas de ton bord. Et toi, par rapport à ton parcours, justement, tu es allé rencontrer des gens qui... Je rencontre encore. Hein, oui. Ouais. Ben, justement, moi, j'aimerais bien savoir, toi, quelle analyse tu fais des critiques qu'on te fait à toi, c'est-à-dire des critiques qui viennent certainement de la gauche, je dirais, qui te font. Comment toi, tu analyses ça? Bon, d'abord, il y a deux cas de figure. Il y a les gens qui sont de bonne foi et de mauvaise foi. Dans les reproches qui me sont faits, il y a une bonne partie des gens qui me traquent littéralement en empêchant les conférences d'avoir lieu, en dissuadant, en intimidant les gens qui me reçoivent, qui m'invitent, en les intimidant pour qu'ils renoncent à m'inviter. Il y a des tas de gens qui font ça, qui sont de mauvaise foi, c'est-à-dire qui ont un agenda de mise à l'écart de quelqu'un, d'un gêneur. Je ne sais pas si c'est la CIA ou j'en sais rien, on s'en fout, mais en tout cas si je bossais à la CIA, si c'était mon métier de bosser à la CIA, mon métier ce serait dans chaque province de l'Empire, donc dans chaque pays par exemple de l'Union Européenne, mais en Amérique latine c'est pareil, dans chaque pays, dans chaque province de l'Empire, ce serait d'infiltrer les partis les plus subversifs, les plus dangereux pour le pouvoir, les plus dangereux pour mes gouverneurs, les gouverneurs de mon empire, ce serait d'infiltrer ces mouvements-là pour y semer la zizanie, pour qu'ils se disputent entre eux, qu'ils se mangent le nez entre eux, pour que l'Empire n'en ait rien à craindre. Et surtout de repérer les plus dangereux, les plus subversifs, pour discréditer leurs idées. Les exemples de manœuvres comme ça de la CIA partout sur Terre, des exemples très documentés dans les archives de la CIA elle-même, dans les archives déclassifiées américaines elles-mêmes, les exemples sont légion, il y en a à foison. Donc, je ne vois pas pourquoi la CIA se serait arrêtée de faire ça, et donc il y a sûrement dans la gauche française, comme allemande, comme italienne, etc., il y a sûrement dans la gauche des agents étrangers dont le boulot est simplement, et c'est de bonne guerre, ça se comprend, c'est logique, c'est rationnel, dont le boulot est de semer la zizanie. Donc, je ne parle pas de cela, je ne sais pas qui c'est, hein. Je ne sais pas ceux qui sont de mauvaise foi et ceux qui sont de bonne foi, mais il n'y a aucune chance pour que j'arrive à convaincre ceux qui sont de mauvaise foi, puisque eux, ils font un boulot de cinquième colonne, tu vois, ils sont d'infiltration dans un pays étranger pour l'affaiblir. Par contre, il y a parmi les gens que j'aime bien de gauche, et qui sont vraiment des gens plus que j'aime bien, des gens que j'admire, enfin des gens vraiment que je respecte énormément, et qui maintenant me considèrent comme un ennemi. Eux me considèrent comme un ennemi, moi je ne leur renvoie pas cette détestation, je continue à les aimer. Mais eux, je sais bien qu'ils ne sont pas des agents de l'étranger, et j'essaye de m'expliquer comment ils en arrivent à imaginer que je puisse moi être dangereux, alors que je me bagarre pour la même chose qu'eux, simplement avec un chemin différent qui moi me paraît plus cohérent, plus respectueux des autres, de ceux qui ne sont pas de notre bande. Comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on en arrive à ce que un anarchiste comme Chouard, j'ai un moment d'hésitation à dire anarchiste, parce que anarchiste, c'est un archipel, les anarchistes. C'est plein de gens très différents. Parmi les anarchistes, c'est tous ceux qui se méfient des pouvoirs, tous ceux qui résistent à la domination. Et pour moi, l'anarchie, c'est très proche de démocratie. La démocratie est une résistance à la domination. Mais je sais bien qu'il y a des anarchistes qui sont, j'allais dire des salopards, peut-être que c'est trop dur, mais enfin, oui, des salopards. Je pense quelqu'un comme Stirner. Quand je lis Stirner, c'est un salaud, quoi. C'est quelqu'un qui dit « ma force est mon droit », et je peux faire ce que je veux jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un de plus fort que moi. À lui, il conteste les pouvoirs. Il renie toute légitimité à tous les pouvoirs, donc c'est un anarchiste.
mais c'est un anarcho-capitaliste, quoi. C'est un anarchiste dominant, et c'est une toute petite partie des anarchistes, mais ça existe. Et donc je ne me reconnais pas du tout chez Stirner. Sade, ça pourrait être un anarchiste aussi. On pourrait dire que c'est un anarchiste, quelqu'un qui résiste. Hein. Et je ne suis pas du tout sadien. Et je sais bien qu'il y a des tas d'anarchistes qui me voient comme leur pire ennemi. Parce que moi, j'essaye d'organiser les pouvoirs pour les limiter au dernier degré, les limiter, les tenailler. Et ça me paraît plus malin d'avoir un État que nous avons institué nous-mêmes en apprenant, mais en apprenant à nos enfants, pas à des spécialistes, pas à des juristes, en apprenant à tous nos enfants, en leur apprenant à se méfier des pouvoirs et en instituer des pouvoirs en les tenaillant. Ça me paraît être de mon point de vue, c'est une vision anarchiste, cohérente, qui accepte l'État à condition qu'il soit cornaqué par les citoyens eux-mêmes. Et je fais ça parce que je ne vois pas de manière de protéger les faibles, les femmes, les enfants, les faibles, les malades, les étrangers. Je ne vois pas de manière de protéger les faibles contre les forts, contre les abus de pouvoir des forts physiquement ou ceux qui ont des armes, autrement qu'avec une puissance publique qu'on a dotée, que nous avons décidé de doter d'une puissance plus forte que le plus fort de nous tous. Et c'est cette puissance publique qui nous protège tout le monde contre les plus forts. Parce et nous l'avons rendue plus forte exprès pour qu'elle puisse qu'elle puisse obliger les forts à se tenir bien. Et je ne vois pas d'autre moyen qu'une puissance publique pour empêcher les forts de martyriser les faibles. C'est pour ça que je tiens à un État. Et je sais bien que tous les États du monde ont jusqu'ici été des carcans, des facteurs de guerre terribles. C'est les États qui font les guerres, ce n'est pas les hommes. Les hommes, ils font des disputes, ils font des batailles, ils font des bagarres. Mais c'est les gouvernements qui font des guerres. Et donc je comprends ça. Mais ce n'est pas parce que ça s'est toujours passé comme ça que ça se passera toujours comme ça. Je pense que si les États ont toujours été pour l'instant des outils asservissants, c'est vrai ça. Et je dénonce ces États-là comme les anarchistes. Mais je pense que si ça a toujours été comme ça, c'est parce que nous n'avons pas encore été foutus de devenir constituants. Les humains n'ont pas encore muté en constituants. C'est-à-dire capables de faire de la politique à un cran au-dessus de la décision politique, à un cran au-dessus en disant pour que la société soit pacifiée, il faut désigner les acteurs comme ça, il faut contrôler les acteurs comme ça, il faut appliquer la Constitution, mais avec des soldats, il faut qu'il y ait des citoyens constituants pour appliquer la Constitution. Et il faut que les humains gardent la main sur tout ce processus avec telle et telle procédure. Le fait que nous devenions capables d'instituer nous-mêmes un État cornaqué, tenu par les citoyens, le fait que nous devenions capables ça va tout changer. Et ce n'est pas parce que ça n'a jamais existé que ça n'existera jamais. En tout cas, je suis anarchiste, c'est très spécial comme anarchisme, mais je raffole de Tolstoï, de Kropotkin, Bakounine, je les lis tous, j'adore les lire, mais il manque, je trouve, l'aspect constituant. Je les comprends quand ils conchient l'État, je comprends, parce que l'État tel qu'on le connaît, il est surtout détestable, mais pas que détestable. Si tu veux, notre quiétude, le fait que nous n'ayons rien à craindre de bandits, de violeurs, de voleurs, ça tient à une police, à une organisation. Je pense que si on détruisait l'État, on aurait, dans nos grandes sociétés, on aurait des résultats aggravés. Ce serait pire que le mal. Donc, en tout cas, pour répondre, parce que je reviens à la question, là j'ai résumé mon point de vue et en quoi, à mon avis, il est très très profondément de gauche, dans l'idée que je me fais de la gauche, c'est-à-dire l'intérêt général et la lutte contre toute forme de privilège. À mon avis, le fait que les gens de gauche qui me détestent aujourd'hui,
de façon si c'est incohérent, c'est apparemment incohérent. Je crois que ça tient à une vision, et ils ne peuvent pas faire autrement, je le comprends, je ne leur en veux pas, enfin je le regrette, je le déplore, c'est très triste, mais je ne leur en veux pas, je le comprends, à une vision politicienne. Je pense que ces gens-là font de la politique depuis beaucoup plus longtemps que moi, et donc ils ont été de tous les combats politiciens, politiques dans le cadre de l'élection, dans le carcan de l'élection. Ces gens-là, Raoul Marc Génard, Frédéric Lordon, des gens que j'aime beaucoup, quoi, ont passé leur vie à penser la politique dans ce cadre contraignant pour la pensée, de l'élection. Or, pour moi, l'élection, qui n'est pas du tout la seule procédure possible, c'est la procédure que nous avons adoptée il y a 200 ans, c'est très récent dans l'histoire des hommes. C'est l'élection qui nous a conduits et qui nous conduira fatalement par construction, l'élection parmi des candidats qu'on peut aider, nous conduit à aider, nous conduit à fabriquer les partis politiques qui vont aider le mieux le candidat qu'on veut voir gagner. Et ça ne sert à rien d'interdire les partis politiques. L'élection va conduire les hommes à vouloir des partis aussi fortement qu'ils veulent vivre. Donc ils préféreront tuer ceux qui veulent se débarrasser des partis tant qu'on garde l'élection. Il vaut mieux se débarrasser de l'élection et les partis disparaîtront quand on n'aura plus l'élection. Mais donc, pour revenir à ce que je disais, les gens de gauche qui se battent depuis si longtemps dans le cadre de l'élection ont pris l'habitude, mais c'est très très profondément ancré, d'avoir contre eux les adversaires à battre, les adversaires à vaincre, pas à convaincre, à vaincre, avoir contre eux des gens qui leur sont hostiles en tout. C'est une compétition quand même. Oui, c'est une compétition, mais c'est une compétition où on a des ennemis. Il n'y en a qu'un qui va gagner l'élection, et les autres vont perdre. Et donc, l'esprit partisan, qui n'est pas une nature, hein, je pense que ces gens-là peuvent changer. Aujourd'hui, ils me détestent, peut-être qu'ils me détesteront moins ou plus du tout demain. Je pense que les gens peuvent changer. Je pense que tant qu'on a dans l'esprit partisan, on est comme une armée. Et on a compris que pour gagner l'élection, il faut qu'on soit soudés, qu'on ait une ligne, qu'on soit unis. Et si on n'est pas unis, on va perdre. Il faut qu'on soit unis et qu'on considère tous les autres comme des ennemis. Et celui parmi nous qui va aller fricoter, qui va aller discutailler, qui va aller tailler le bout de gras sans leur rentrer dans le lard avec les gens d'en face, ben c'est un traître. Voilà. Et je pense qu'ils me considèrent, parce qu'ils sont dans cet esprit de lutte pour gagner une élection. Moi, je ne suis pas du tout dans la lutte pour gagner une élection. Je conchis l'élection. Je dénonce l'élection comme la source du capitalisme. Donc, je ne suis pas dans l'élection, je ne veux pas gagner une élection, et je ne respecte pas les codes de l'élection. Donc, je ne suis pas dans une armée je ne considère pas les autres comme des ennemis. Le mec qui est royaliste, bah, c'est super dangereux. L'idée royaliste, elle est super dangereuse, mais je le considère comme un humain qui a ses raisons d'être royaliste. Et d'abord, je ne le rends pas responsable de tout ce qu'ont fait ses ancêtres royalistes, qui étaient des abominations que je connais, mais le jeune royaliste d'aujourd'hui, je ne le rends pas responsable de ce qu'ont fait ses parents, d'abord. Et puis, il est très important pour moi de le comprendre pour pouvoir confronter son point de vue et mon point de vue, pour voir à quel endroit il se trompe, ou je me trompe, d'ailleurs c'est peut-être moi qui me trompe. Mais je suis fort dans mes convictions, et c'est pas parce que je parle à un royaliste que je vais devenir royaliste. Donc, j'ai besoin de parler à ce royaliste qui est si différent de moi sur le projet politique qu'il a. J'ai besoin de lui parler à la fois pour moi le comprendre, et à la fois pour que lui me comprenne. Il ne va m'accepter. C'est facile à comprendre ça. Enfin, normalement, si on est normalement constitué, on peut comprendre qu'il ne va m'accepter dans son cercle de discussion que si je le respecte, et réciproquement. Donc si on veut se comprendre, pour voir où sont nos réelles différences, et on n'est sûrement pas différents en tout, sur la retraite, on est sûrement d'accord, hein. Sur le nucléaire probablement aussi, etc. Il y a des tas de sujets sur lesquels on va être d'accord. Sur la finance, on va être d'accord. Et puis il y a des sujets sur lesquels on est désaccord. Il va falloir qu'on construise nos désaccords. C'est-à-dire
qu'on formule bien les points sur lesquels on n'est pas d'accord. Et à mon avis, si on fait ce boulot respectueusement, mais respectueusement, je ne me paye pas de mots, je ne dis pas respectueusement en le méprisant. Je le respecte en tant qu'humain. Vraiment, c'est un humain. Si ça se trouve, c'est lui qui a raison sur tout, et moi qui ai tort sur tout. Peut-être. Et c'est pas moi qui vais décider. C'est notre discussion qui va permettre de savoir. Et quand je discute avec donc, ces gens-là, des gens qui sont différents en tout sur le projet, qui ne sont pas du tout anarchistes, hein. Les gens, ils ont un projet de domination, Ils ont un projet, pour eux, la démocratie, c'est le bordel, ou la corruption, il n'y a qu'un truc qui vaille, c'est un chef qui décide tout, et ils font confiance au chef. C'est super dangereux, c'est un projet qui est très profondément et radicalement différent avec le mien. Mais la politique, ça consiste précisément à discuter entre nous, et respectueusement. Alors, je pousse le bouchon le plus loin possible pour voir si ça tient mon truc. Même si c'est un nazi. Discuter respectueusement avec un nazi, je sais bien que présenter comme ça, c'est insupportable. C'est indéfendable. Mais poussez votre propre logique, vous qui dites que c'est indéfendable, qu'on ne peut pas discuter avec un nazi ou avec un affreux, un nazi ou un affreux raciste. Prenez un vrai affreux et poussez votre raisonnement jusqu'au bout. On ne peut pas discuter avec lui du tout. Il ne faut pas, c'est interdit de discuter avec lui. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que c'est quoi? C'est un sous-homme? C'est quoi? C'est une bête? Il faut le tuer? Il faut quoi? Il faut le mettre en prison? Il n'a pas de droit politique? C'est un peu, la politique, c'est précisément de discuter avec les gens avec qui on est le plus en désaccord, pour éviter de se taper sur la gueule. C'est un peu ce qu'on t'a proposé, non? Des coups de pelle, non? Oui, ça c'est... Oui, C'est un peu le même principe, ça c'est des intimidations, mais c'est pas important ça. Mon cas personnel n'est pas très important. Oui, et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont si peu démocrates qu'ils intimident leurs adversaires à coups de pelle, ou de coups divers. Mais un excès ne justifie pas un autre. C'est pas parce qu'il y a parmi nos adversaires des gens qui sont des brutes épaisses, qui n'ont pas envie de discuter, qui ont envie que de taper. C'est pas pour ça qu'il faut devenir comme eux. Enfin, je ne veux pas me ravaler au rang dégradant de celui qui veut me taper brutalement. Et je continue à avoir besoin, même si ça me coûte les yeux de la tête, c'est affreux de voir tes amis, des gens auxquels tu tenais, beaucoup à gauche, qui s'éloignent, parce que je deviens infréquentable, parce que je dis que la Constitution, elle ne sera pas de gauche, elle ne sera pas de droite, elle va être écrite par tout le monde. Et que donc il faut que nous soyons prêts, même si nous on est législativement à gauche, il faut qu'on accepte au niveau constituant, pour sortir de la prison politique, il faut qu'on accepte de discuter avec les gens de droite. Sachant que ce sur quoi on va tomber d'accord, ce n'est pas les lois, c'est la Constitution. C'est autre chose. Si tu veux, les copains, moi je continue à dire copains, même si eux me considèrent maintenant comme un ennemi ou un idiot. Les copains de gauche, ils n'arrivent pas, je crois, j'espère que c'est ça, ils n'arrivent pas à comprendre que je ne suis pas sur le plan législatif. Et que sur le plan constituant, on est sur un dénominateur commun. On est sur un plus petit dénominateur commun, enfin le plus grand des dénominateurs communs possibles, pour faire société. Faire société, ça veut dire qu'on va vivre ensemble. Et les gens, les copains de gauche, là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils sont de gauche, d'extrême gauche radicale, et pourtant ils vivent à côté de gens qui sont d'extrême droite. Et ils vivent avec. Et ils ne les tuent pas. Donc, pourquoi on fait ce foin quand c'est moi? Et parce que j'accepte de leur parler? Je ne les considère pas comme des sous-hommes, les gens de droite. Même les affreux, hein. Même les affreux capitalistes, hein. Même les salauds de Bhopal.
tu vois les actionnaires, les patrons d'Union Carbide, l'entreprise qui a, pour des sordides raisons de rentabilité, négligé les uns après les autres les processus de sécurité dans une usine chimique en Inde, à Bhopal. Bhopal, c'est le nom d'une ville. Jusqu'à ce que ça explose et que ça... C'est pas que ça tue, ça a tué plein de gens, mais ça a martyrisé les autres, ça les a empoisonnés, Et ces mecs-là avaient aucun remords, ils disaient c'est comme des fourmis. Ah, on les embêtait, on leur faisait des procès, il était question d'indemniser les victimes. Ils ne voulaient pas en entendre parler, c'est des salauds quoi. Hein. Mais même ceux-là, on peut être capable de leur parler. Il faut leur retirer le pouvoir. Hein. Je fais tout pour leur retirer le pouvoir. Mais précisément, ma bagarre contre l'élection, le faux suffrage universel qui consiste à désigner des maîtres au lieu de voter les lois, ma bagarre contre l'élection, elle va leur retirer le pouvoir à ces salauds-là. Mais ça ne m'empêche pas de leur parler. Ceci dit, je ne perds pas mon temps à aller parler à ceux qui ont le pouvoir et qui l'exercent contre l'humanité. Puis en plus, l'occasion ne m'est pas donnée. Mais je ne vois même pas ce que je ferais de l'occasion. Ce n'est pas ces gens-là qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est ceux des pauvres, communs des mortels, les 99%, qui les défendent, qui défendent les affreux. Alors ça, par contre, ça me paraît possible de les convaincre que c'est une mauvaise idée de défendre les affreux. Et pour ça, il faut aller leur parler. Tu es sûr qu'ils défendent les affreux ? Ah, je pense qu'il y a, dans les gens de droite, il y a des gens qui défendent la libre entreprise au point de laisser les affreux faire ce qu'ils veulent. Oui. Et c'est scandaleux. Enfin, c'est scandaleux. C'est vraiment, ça mérite des discussions. Et moi, j'ai juste une petite question encore sur un aspect un petit peu plus philosophique. Comment toi, dans ta démarche un peu personnelle, dans ta façon de penser, tu en es arrivé à te dire, ben voilà, je vais aller discuter avec tout le monde. C'est pas moi qui suis allé discuter avec tout le monde. C'est quand ils sont venus que ça m'a intéressé de le faire et que je l'ai fait. Tu as eu une opportunité, quoi, en fait. Oui, voilà. Parce que ça vient tout le temps, les opportunités. Parce qu'en fait, les gens de droite, j'ai l'impression, sont beaucoup moins sectaires que les gens de gauche. Les gens de droite n'arrêtent pas d'essayer de tendre leur micro aux gens de gauche. Et les gens de gauche, enfin pas moi justement, je ne respecte pas ces codes-là, mais les gens de gauche, dès qu'ils repèrent que c'est quelqu'un de droite, hop, ils se taisent, ils ne veulent pas parler pour un média de droite. Je ne sais pas ce qui fait ce sectarisme à gauche et qu'est-ce qui fait ce moindre sectarisme à droite. Comme si, c'est un peu comme si, je ne sais pas si c'est ça l'explication, c'est peut-être autre chose, comme si les gens de gauche étaient moins sûrs d'eux que les gens de droite. Les gens de droite, on dirait qu'ils pourraient discuter avec n'importe qui, ils n'ont pas peur. Ils peuvent même parler sur un média de gauche, un média de droite, ils s'en foutent, ils parlent, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas honte d'aller défendre leur point de vue sur un média de gauche. Alors que les gens de gauche, je ne sais pas ce que c'est que je comprends pas. Moi, j'ai pas cette aversion-là des médias de droite. Les idées démocratiques que je défends, atelier constituant populaire, monnaie publique, sous contrôle citoyen, autogestion, fédération de communes libres, tout ça c'est de la gauche radicale, quoi. Hein. Fédération de communes libres, tu vas avoir du mal à trouver quelque chose de plus gauchiste que ça, quoi. Hein. Avec collectivisation des moyens de production, à la Friot, quoi. Hein. J'ai beau être sur ces positions-là, pourquoi j'irais pas en parler sur un média de droite ? Un média de droite, oui, voilà, et puis donnez-moi la contradiction, ça m'intéresse de voir en quoi je me trompe, on va voir. Mais est-ce que tu crois qu'ils ne sont tout simplement pas démocrates, quoi ? Ah oui, ça c'est certain, je sens bien qu'à gauche, mais à droite non plus. Hein. Oui, non, mais il y a plein de gens à gauche qui ne sont pas démocrates du tout. Il y a très peu de démocrates sur Terre, en fait. Ceux qui ont le pouvoir, surtout. Non, même dans l'opposition. Oui, non, je veux dire dans ceux qui sont dans le système... Parce qu'il y a quand même... Tu disais, on ne va pas interdire les partis politiques et tout ça, mais on pourrait déjà interdire que ça soit financé par de l'argent public. Il y a quand même la question de l'argent. Là, par exemple, tu vois, pour les élections européennes... Pourquoi tu veux empêcher que ce soit financé par le public ? Quand tu finances par le public, tu rends les mouvements indépendants du privé. C'est plutôt une bonne idée, non ? De financer de façon publique et d'interdire les financements privés. Donc de limiter
le financement au financement public, de façon à ce que tout soit financé de la même manière. C'est peut-être que je me trompe, hein, mais ça me paraît une bonne idée. Qu'est-ce qui paraît problématique Parce que là, là-dedans? aujourd'hui, par exemple, là, on va approcher des européennes. Hmm. À gauche, on va avoir 5 listes, parce qu'ils sont des partis sont en compétition. Oui. Et en même temps, le Front National, on lui a fait une saisie de 2 millions d'euros Oui. pour lui empêcher de faire campagne pour les. Donc il y a quand même plus qu'une partie politique, il y a quand même une grosse partie d'argent. Oui, mais ça c'est conjoncturel. Ce dont tu me parles, c'est une péripétie. On n'est pas dans les structures. Je ne connais pas le sujet là. J'ai vu passer cette histoire sur le Front National, mais je ne sais pas quels sont les tenants et les aboutissants. Mais on est plus sur le même registre que ce sur lequel on était. Sur le plan des structures, des procédures, est-ce que c'est bon ou pas de financer de façon publique les partis, les journaux? Ben, ce qui me paraît positif, moi, dans l'idée du financement public, c'est que ça te permet d'interdire les financements privés sans asphyxier les outils politiques que tu étais en train de vouloir défendre. Tu les finances et tu en contrôles le financement. Tu t'assures que le financement soit équitable et honnête, en ceci qu'il est public. Je mettrai un bémol, évidemment, c'est que, comme pour le décompte des voix d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui est responsable du financement, et qui s'occupe du financement des partis, des journaux. Je ne suis pas sûr que ça doive être un des pouvoirs qui s'occupe de ce financement-là. Ça devrait plutôt être des chambres de citoyens tirées au sort qui s'occupent du financement des partis, des médias, etc. De la même manière que ça ne devrait pas être le gouvernement qui compte les voix. Je vous rappelle que c'est le gouvernement de Hollande qui a compté les voix de Macron, en disant c'est lui qui a gagné. Pour moi, c'est une extravagance. À mon avis, les contrôles du décompte des voix, les contrôles citoyens, sont très insuffisants. Et Staline disait, ce qui compte, c'est pas qui vote, c'est qui compte les voix. Ce qui compte, disait Staline, c'est celui qui compte les voix. C'est lui qui est important. Et c'est pas bien que ce soit le gouvernement qui puisse compter les voix des opposants. C'est pas bien que ce soit le gouvernement qui puisse faire ça. Il devrait y avoir une chambre citoyenne tirée au sort et qui s'occupe de ça. Certainement. Et donc, je ne sais pas pourquoi tu disais que ça te paraissait problématique que le financement... Non, parce que ça, non, mais pas spécialement sur l'argent public, mais la question du financement fait que les orientations stratégiques de partis se font en fonction de ça. Parce que ceux qui vont être élus, donc c'est-à-dire ceux qui vont se présenter en tête de liste, etc., qui seront élus, rapporteront de l'argent au parti. Moi, je sais, je l'ai vécu, j'ai vécu ça, moi. Oui. Et 2,40 € par voix aux législatives. Donc ça fait vite des millions d'euros aux législatives. Oui. Et c'était sur la question d'aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de droite, de gauche. Quand on regarde par exemple les élections municipales, si on reparle de la démocratie en général, on voit bien que les mêmes qui sont sous une couleur, quand ils arrivent au municipal, hop, alors est-ce qu'ils ne parlent plus du tout ni de droite ni de gauche, hein, quand ils se présentent dans les petites communes. Nous on prend l'exemple d'Aubenas par exemple, il était conseiller départemental des Républicains, et quand il se présente, de suite ça prend une autre dimension. Et est-ce que du coup... Tu veux dire, pour être élu, il ne dit plus qu'il est de droite ou de gauche? Au niveau municipal, la plupart de ceux qui ne revendiquent pas un bord ou un gauche. Ils s'occupent de leurs citoyens. Donc là, ils reviennent au niveau sans clivage, etc. Nous, on est sur cette question-là. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut encore dire quelque chose, gauche et droite? Parce qu'il y a des... est-ce que c'est un repère? Pour moi, oui. Ouais. Mais il faut comprendre que c'est compliqué d'en faire un repère parce que, comme avec tous les mots importants, les riches, les dominants du moment, depuis 200 ans, ont mis tous les mots à l'envers. Ils appellent constitution une anticonstitution, ils appellent citoyen des électeurs, ils appellent suffrage universel le fait de désigner des maîtres au lieu de voter les lois, ils appellent démocratie un régime dans lequel le peuple n'a aucun pouvoir, le démos n'a pas de kratos, et ils appellent gauche la droite. Et c'est pas d'hier. Thiers, l'assassin, le criminel Thiers, celui qui a massacré la commune. Il avait d'ailleurs, avant la commune, il tirait déjà sur les mineurs en grève, les ouvriers en grève. Il a fait massacrer une rue entière
pour donner l'exemple, pour que les autres se taisent. Donc Thiers était un assassin, un défenseur de la très grande bourgeoisie. C'est un gars d'extrême droite. Enfin, dans mon sens, c'est un ennemi du peuple, mais très radical ennemi du peuple. C'est un diable. Si je croyais en Dieu, je dirais diable. Ce gars-là avait un parti qui s'appelait Centre-Gauche. Donc c'est pas d'hier, c'est 19e, milieu du 19e siècle. Donc c'est pas d'hier que les partis de droite, d'extrême droite, et d'extrême droite, enfin tous les partis se disent de gauche, quoi. Mais dans la mesure où des partis de gauche ne sont pas démocrates. On prend par exemple la question de la Constitution, elle est évoquée dans certains partis de gauche, mais une Constitution qui peut faire peur dans la méthode où elle serait rédigée aussi. Donc c'est quand même, parce que la Constitution, ceux qui sont au pouvoir la connaissent, savent ce que c'est, comment on peut l'utiliser, ils la modifient, etc. Du coup c'est quand même un outil. Et est-ce que le problème, c'est pas les appareils, on va dire, qui... Ah mais certainement, de toute façon, c'est pas au parti d'écrire la Constitution. Hein. C'est pas aux professionnels de la politique d'écrire la Constitution. Il est 12h45, on se donne quoi encore J'ai pas fini sur gauche-droite. Ouais. Ouais, Et puis il faut que je fasse une escale technique, donc il faut qu'on s'arrête. Mais sur l'idée gauche-droite, le mot gauche a été mis à l'envers depuis 200 ans. 150 ans. Le mot gauche a été mis à l'envers. C'est-à-dire qu'on appelle gauche des gens de droite. Ça complique. Alors ça amène les gens à se dire gauche-droite, ça ne veut plus rien dire. Je ne suis pas d'accord du tout. De la même manière que démocratie désigne un régime dans lequel le démos n'a aucun kratos. Ça veut dire que démocratie ne veut plus rien dire. Mais non. Non, ça ne veut pas dire ça. Démocratie veut toujours dire quelque chose. Simplement, il faut contester le mésusage, le mauvais usage des mots. Et refuser d'appeler gauche qui est droite, c'est tout. Mais la gauche, ça a toujours un sens. Simplement, la plupart des gens qui se disent de gauche ne le sont pas. La plupart des gens qui se disent de gauche ne le sont pas. Pour moi, le mot gauche-droite a tout à fait un sens. Hein. Avec le vocabulaire d'aujourd'hui, la gauche défendrait l'intérêt des 99%, l'intérêt général. L'intérêt général. Et la droite défend l'intérêt des 1%, l'intérêt des privilégiés. Pour dominer les 99% et les faire travailler à sa place. C'est ça la droite. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui se disent de droite, des prolos, qui se disent de droite parce qu'ils sont contre l'afflux des étrangers, ils sont contre l'avortement, ils sont chrétiens. J'en oublie, ils sont nationalistes, ils sont contre l'Union européenne. Et ces gens, ils se disent de droite, mais ce n'est pas des idées de droite tout ça. Hein. Et droite, c'est la domination des salariés par les patrons. La libre domination des salariés par les patrons. Voilà, gauche-droite. Et c'est plus ça, ok, mais parce que on est dans les pattes d'escrocs, de menteurs, politiciens, qui pour être élus disent qu'ils sont de gauche et ensuite font une politique de droite, comme Mitterrand, toute la clique, les socialistes. Les Rocard, Fabius, tous ces gens-là sont des menteurs, des gens de droite durs, des gens des va-t-en-guerre. Fabius est un va-t-en-guerre, quelqu'un qui sème le chaos à l'étranger. C'est pour ça que nous on utilise plus, dans notre, on va dire, l'orientation politique, les mots dominants et dominés. Quoi. Oui, bon, mais voilà, non, mais la gauche, c'est la défense des dominés, et la droite, c'est la libre puissance des dominants. C'est surtout parce que... Et donc, mais là, tu vois bien qu'avec cette définition-là, gauche-droite, ça a un sens. Oui, non, mais je parle dans les gens lambda, s'ils doivent faire confiance, c'est plus forcément un repère. Quoi. Donc, mais non, mais de toute façon, il ne faut pas qu'ils se fient à une étiquette. Ouais, non, mais c'est pour ça. Et moi, quand je dis je suis anarchiste, il faut pas qu'ils me croient sur parole, il faut qu'ils vérifient ce que je fais, ce que je dis, vérifient qu'il n'y a pas une contradiction, que je ne suis pas un menteur, quoi. Même le mot anarchiste, c'est dans l'esprit collectif, c'est poseur de bombes, ça peut avoir... Évidemment, les bourgeois ne craignent rien tant que les destructeurs, les critiques les plus virulents contre leur système de domination parlementaire. Et donc, les grands bourgeois ont évidemment calomnié et sali l'image des anarchistes en les présentant comme des... Tu sais que les poseurs de bombes de la fin du 19e siècle, c'est la police bourgeoise qui fabriquait les bombes et les mettait dans les mains d'excités, déséquilibrés. Donc c'est la police elle-même qui armait
les anarchistes pour qu'ensuite on puisse discréditer complètement le mouvement, emprisonner les autres. Mais il faut faire un peu d'histoire pour s'apercevoir que les idées anarchistes, la plupart du temps, sont pas du tout violentes et pas du tout déraisonnables. C'est très très bien pensé. Hein. Lisez Tolstoï, lisez Kropotkin, vous allez voir, c'est enthousiasmant, c'est ce qu'il nous faut, quoi. Hein. Alors Tolstoï, il va peut-être trop loin, il est très radical, hein, c'est un vieux monsieur très... Je ne connaissais pas du tout Tolstoï anarchiste, j'ai découvert ça avec Guillemin, il y a une série de, je ne sais plus si c'est 12 ou 15 conférences d'une demi-heure de Guillemin sur Tolstoï. C'est magnifique, j'ai écouté ça plusieurs fois, la série plusieurs fois, c'est... Je ne savais pas ça. Bon, je ne vais pas ouvrir une parenthèse sur Tolstoï. Enfin, Tolstoï a été un grand écrivain bourgeois. Il était noble, il avait, je ne sais plus combien, 100, peut-être plusieurs centaines de paysans qui travaillaient pour lui. Il était très riche, il était très connu, il était très riche par ses écrits, il était mondialement connu pour ses romans. C'était le premier écrivain russe qui parlait du peuple sans le mépriser. Et ça, les gens aimaient beaucoup, donc les gens le lisaient avec plaisir. C'était un grand écrivain. Et vers la cinquantaine, c'est souvent vers la cinquantaine que ça se passe. Hein. Ça s'est passé comme ça pour Victor Hugo, pour Rousseau, pour Tolstoï et pour d'autres. Vers la cinquantaine, ça lui a pris, il est devenu anard. Il voulait tout donner à ses paysans. Il s'est mis à vivre avec eux. Et eux se méfiaient de lui parce qu'ils avaient une méfiance de classe, parce qu'ils étaient tout le temps martyrisés par les riches depuis toujours. Donc un riche qui vient avec eux pour apprendre à labourer, traire, faire des chaussures, fabriquer les objets de tous les jours, et qui voulait tout leur donner, il se méfiait de lui. Il n'a jamais réussi à obtenir, je crois, vraiment leur confiance. C'était un crève-cœur pour lui. Mais c'est très, très émouvant. Ce que Guillemin nous apprend de lui est très, très utile. C'était un type formidable. Et alors, on s'aperçoit qu'il avait... Je crois qu'il a écrit 90 bouquins, donc il y a 90 bouquins, ça ne tient pas dans cette largeur. Donc tous les livres qu'il a écrits en russe de sa vie, et en français, on a peut-être... Bon, il y a les trois grands romans qui sont traduits évidemment, mais dans le reste, dans tous ces pamphlets politiques anarchistes, il y a... Ben moi, j'ai 4 ou 5 petits bouquins traduits, il n'y en a pas assez, hein, il n'est pas traduit. Et Guillemin, c'est un chemin de découverte. Vous lisez écoutez ce que Guillemin écrit sur Rousseau. Je cherche des livres audio. Alors, mais en fait, c'est des conférences. Il a écrit 60 bouquins, là-haut, presque tous les bouquins de Guillemin. Mais il les parlait. Et c'est scotchant. Il est scotchant. Tu écoutes, tout de suite, tu sens que c'est quelqu'un qui te veut du bien et qui est honnête et qui va t'expliquer, incroyablement savant, et qui va t'expliquer des trucs super importants. La série de Guillemin sur Napoléon, ça remue. Hein. Et la série de Guillemin sur la Commune de Paris, la plus belle. Hein.